Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion qui a une histoire très ancienne et qui demeure toujours très importante à travers l'histoire et à travers le monde. C'est la notion de la démocratie. Et j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence depuis Paris Monsieur Émeric Monville, directeur de collection aux éditions Delga. Bonjour Monsieur Monville. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci, c'est un Euh, plaisir. je voudrais bien commencer avec vous pour remonter un peu à l'origine de la démocratie. Et vous avez fait des études là-dessus. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel est votre regard là-dessus? Oui, j'ai un diplôme d'enseignement de latin, grec, français, latin, grec. Donc je connais bien la démocratie grecque. Vous savez que le mot démocratie est un mot qui vient du grec, hein. C'est la puissance en fait du peuple, mais le peuple qui est lui-même découpé en démos, c'est-à-dire en circonscription électorale. Il y a plusieurs mots pour dire peuple en grec. Aujourd'hui d'ailleurs, les Grecs disent laos, hein, qui est plutôt qui descend en fait de la notion de peuple en armes. Mais le démos, c'est déjà une circonscription électorale. Donc, à partir du 5e siècle, à Athènes, je dis bien à Athènes, hein, pas dans toute la Grèce, hein, il y a un système assez original qui se met en place et qui est basé en grande partie donc, sur une égalité de ceux qui sont citoyens, mais très peu de gens sont citoyens. Les femmes ne sont pas citoyens, bien sûr les enfants, mais aussi les métèques. Ce qu'on appelle les métèques, ce sont les étrangers, mais qui vivent à Athènes, et bien sûr pas les esclaves. Donc, vous avez à peu près, quand vous croisez dans Athènes, des gens qui étaient citoyens, c'était qu'un tout petit pourcentage en fait de la population. Mais par contre, ces gens-là, effectivement, étaient tirés au sort la plupart du temps et exerçaient les magistratures les uns après les autres. Ils avaient parfois des indemnisations quand ils devaient siéger et une liberté de parole qui a permis, il faut quand même le reconnaître, que Athènes était prénommée par les autres Grecs Païdosis Elados, ça veut dire l'école de la Grèce. Et notamment, par exemple, la tragédie grecque, on appelle ça tragédie grecque, ce sont des choses sublimes dans la littérature, mais on devrait dire tragédie athénienne, parce que la notion même de conflit tragique ne pouvait avoir lieu que dans la démocratie. Néanmoins, ce système avait deux graves défauts, hein. Il faut pas l'oublier, c'est-à-dire que quand l'Occident se prévaut de la démocratie grecque, elle imagine que c'est un modèle parfait et qu'elle aurait inventé et qui devrait être imposé à tous les autres, et comme si les autres peuples n'avaient pas contribué à la démocratie, ne serait-ce que, de toute façon, ils y contribuent, ne serait-ce que parce qu'ils apportent aussi la libération de ces peuples coloniaux, alors qu'on sait bien que c'est de l'Occident qu'est parti le colonialisme, ce qui est une contradiction avec les principes démocratiques. Donc effectivement, la première contradiction de cette démocratie athénienne, bon, je l'ai dit, c'est l'esclavage. Donc, on voit quand même que c'est un système extrêmement imparfait. L'autre, c'est l'impérialisme. C'est-à-dire que Athènes, en fait, colonisait d'autres villes. Et ça a amené, en fait, à un conflit avec Sparte, qui est le grand adversaire à l'intérieur de la Grèce. Et ce qu'on a appelé la guerre du Péloponnèse, qui a vu d'ailleurs la défaite d'Athènes. Donc, et ce système impérialiste est la cause, en fait, de cette guerre qui a embrasé tout le monde grec. Et la conséquence de cela aussi, c'est l'impossibilité pour les Grecs de s'unir les uns les autres, de trouver un principe d'unification contre l'ennemi perse, parce qu'à l'époque, la Grèce est harcelée à l'est, en fait, par la puissance perse qui elle, est unifiée. Et donc, ce sera Alexandre le Grand qui unifiera la Grèce sur le principe de l'hellénisme, mais pas sur celui de la démocratie. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que dès le départ, c'est un système très intéressant qui effectivement, qui dure en fait assez peu de temps, parce que la réforme de l'Aréopage, c'est moins 462, et la chute de la démocratie à Athènes sous les coups de Sparte, c'est moins 404. Donc vous voyez, ça a duré très très peu de temps. Mais bon, effectivement, ça marque l'Occident, ça marque aussi le monde entier. Et puis vous avez des tas de... Les révolutionnaires français prenaient des noms grecs. Ils s'inspiraient non seulement des prénoms, ils donnaient des prénoms grecs, ils donnaient aussi des prénoms romains, parce que Rome a donné l'idée de république. République, c'est un mot latin. Alors, la démocratie et la république sont des valeurs qui nous viennent justement de l'Antiquité
et qui ont été rejoués au moment de la Révolution française, au moment où le peuple français découvre les droits de l'homme. Donc, on s'inspire de ça, mais tout ça est quelque chose qui met du temps. Et par exemple, on sait toute l'œuvre de Marx est si importante, y compris par exemple pour les Chinois, parce qu'il porte très haut les valeurs du marxisme, qui est lui-même l'héritier de la pensée occidentale depuis Platon. Et c'est pour ça que la Chine m'intéresse beaucoup. Donc, ce qu'avait vu Marx dans les défauts de la démocratie, tels que les Français l'avaient créé au moment, là je passe à la France, au moment de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que si vous sanctifiez le droit de propriété, c'est-à-dire, non pas, bien sûr que tout le monde doit avoir droit à une propriété, même pas minimale, mais simplement dans la vie de tous les jours, la propriété de son logement, de tout ce qu'on veut, de ses moyens de locomotion, etc., etc. Tout ça, c'est absolument nécessaire. Mais si vous n'avez pas une propriété collective des grands moyens de production d'échange, des très très grandes entreprises, vous pouvez créer en fait une injustice terrible. Donc le problème de la démocratie telle qu'elle a été sanctifiée par la Révolution française, c'est que le droit de propriété est absolument inaliénable. Il n'y a pas d'idée de propriété collective des moyens de production. Et donc, c'est un problème même au sein de la démocratie. Et donc, et c'est à partir de là, c'est aussi à partir de cet Occident démocratique que sont venues toutes les entreprises colonialistes, dont la Chine, par exemple, a souffert. Donc, et il y avait, par exemple, alors c'est vrai que des gens avaient déjà vu ça dans la démocratie en France, ils avaient vu ces défauts-là, ils avaient vu que si vous sanctifiez le droit de propriété, vous abîmez la démocratie, en fait. Et ceux qui l'ont vu, ce sont les Jacobins. C'est Saint-Just, c'est Robespierre, mais c'était des gens qui ont essayé de pousser jusqu'au bout les principes, j'allais presque dire communistes, en fait, parce qu'ils ne le présentaient pas comme ça, mais ils essayaient d'aller vraiment jusqu'au bout avec beaucoup de sincérité. Et ils ont, par exemple, parlé de droit au travail. Ils ont parlé effectivement d'égalité des droits économiques. Et si vous voulez, quand la Chine sort 700, 800 millions de personnes de la pauvreté, voilà, là, elle accomplit la démocratie. Parce qu'il faut que elle donne la possibilité aux gens de pouvoir exercer leurs droits de citoyen, c'est-à-dire quand même avoir une vie décente, avoir les moyens de se renseigner, les moyens de s'instruire. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait démocratique. Donc voilà, je pense que je suis très ému de parler à des Chinois d'une notion qui effectivement est née en Occident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle appartient à tout le monde. Elle est totalement perfectible. Elle est perfectible chez nous. Et en même temps, c'est pas parce que ça, hors d'Europe, bien sûr qu'il y a des grandes avancées démocratiques. Par exemple, le fait que la Chine ait vaincu en gros les puissances impérialistes pendant la guerre et instauré son système, par exemple, à l'ONU, elle défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle défend la charte de l'ONU. La charte de l'ONU, c'est une énorme conquête de la démocratie. Et justement, ça, c'est une puissance anticolonialiste, anti-impérialiste. Voilà, tout ça, c'est tout ça qui se joue dans la notion de démocratie, y compris même de démocratie au plan mondial, de respect de toutes les nations. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que ce que j'aime dans l'histoire de l'ONU, c'est que c'est de l'internationalisme bien compris. Chaque nation a sa légitimité. On n'y arrivera pas à créer un gouvernement mondial, c'est pas possible, les gens vont pas se mettre d'accord. Chaque pays est quand même différent, a ses particularités, a son histoire, mais à condition que toutes les nations se respectent, elles peuvent justement créer un système d'égalité de parole. Et la Chine, au point de vue mondial, contribue à ça par sa grande puissance décolonisatrice. La Chine a instauré une révolution qui est la libération des peuples de ce qu'on appelle le tiers-monde. Et continue à le faire aujourd'hui par sa puissance économique aussi, par son travail, par sa lutte. C'est une lutte quotidienne. Et c'est tout cela qui se joue dans la notion de démocratie aujourd'hui. Donc il faut certainement pas abandonner, mais si vous voulez, il faut la mettre en perspective. Si on reprend ces grands penseurs de la Grèce, hein, qui sont quand même ceux qui nous ont donné en fait notre vocabulaire politique. Je pense à Aristote, je pense à Platon, je pense à tous ces théoriciens qui ont pensé la politique, le terme même de politique est grec, si vous voulez. Et ben, s'ils regardaient en fait nos démocraties actuelles. Ah oui, ça c'est une question que j'aimerais bien savoir, parce que s'ils regardent notre... Voilà. ce qui est dans le média occidental, par exemple, quand on parle de démocratie, et surtout maintenant dans le monde, il y a
certains pays qui essaient de diviser le monde par les pays démocratiques, entre guillemets, et les pays non démocratiques. Donc, Oui, voilà, pour eux, ça oui, sert à quoi? exactement. Ils sont persuadés qu'il y a le tampon démocratie pour eux et pas pour les autres, alors que, bon, aucun penseur de la Grèce, à moins d'avoir bu peut-être trop de vin blanc, aucun penseur de la Grèce n'aurait qualifié nos systèmes de démocratiques. Ils auraient dit que ce sont des oligarchies libérales. Hmm. Oligarchie, ça veut dire le gouvernement de quelques-uns, ou même des plutocraties libérales. C'est-à-dire que, bon, d'une certaine manière, ce libéralisme permet de dire, vous pouvez causer toujours, dire ce que vous voulez, mais de toute façon, c'est nous qui gouvernons parce que nous avons l'argent, nous avons de toute façon, c'est un petit cercle qui se met d'accord. Et avec le système, un système, si vous voulez, de multipartisme, ça permet le fait que, par exemple, le président Macron, par exemple, en France, n'a un consensus réel de sa population si on rapporte à l'ensemble de la population, y compris de ceux qui ont choisi de ne pas aller voter. Concrètement, il est choisi par 16% de la population. Le reste sont des gens qui soit n'arrivent pas à se mettre d'accord contre lui, soit de toute façon sont dégoûtés et ne vont même plus voter. Ouais, Donc le consensus est très faible. Aujourd'hui, par exemple, ce président est capable de décider de la guerre et de la paix, décide que on devrait envoyer des soldats français en Ukraine. Il est absolument certain que l'ensemble du peuple français ne veut absolument pas de ça, est totalement contre la guerre, refuse la guerre à la Russie, d'autant plus que le peuple français sait le rôle qu'a joué la Russie dans la libération de son territoire pendant la guerre. hmm. Le sacrifice des Russes, des Soviétiques, pendant que la France était sous occupation allemande. Je peux vous dire que personne ne veut de ça. Beaucoup de partis se sont complètement opposés à ça, mais n'empêche que voilà, il y a une menace sur la paix mondiale qui est brandie par le fait qu'il y a un président qui a décidé de faire des déclarations bellicistes, d'ailleurs pour des raisons purement électorales. C'est ça, il faut peut-être le faire comprendre aux gens à l'étranger. Heureusement qu'ils n'y croient pas. Heureusement que c'est simplement pour essayer de gagner quelques points de l'opinion publique et de fédérer une sorte de noyau belliciste autour de gens qui sont des vats en guerre et qui sont des gens effectivement dangereux. Mais heureusement, je pense que ce n'est pas sérieux. Je pense que c'est purement électoraliste. Mais voilà un des gros défauts de la démocratie. En Grèce, vous aviez des systèmes bizarres. Vous avez des choses tout à fait dans la démocratie athénienne, dont le plus grand mérite, effectivement, est le débat contradictoire. Ça, c'est quelque chose de très très bien qu'il faut bien sûr regarder. Mais les gros défauts, par exemple, de la démocratie athénienne, c'est que vous aviez des dénonciateurs publics. Vous aviez ce qu'on appelle des sycophantes. Ils s'étaient appelés des sycophantes. C'était des gens qui pouvaient dire « je vous fais un procès ». Et non seulement quand ils faisaient un procès, s'ils le gagnaient, ils prenaient tous les biens de la personne. Donc il y avait des procès à n'en plus finir, un peu comme aux États-Unis. Vous avez une hypertrophie en fait des procès pour un oui, pour un non, des avocats. Ils font passer ça dans le PIB. Ça, c'est un énorme défaut de ces sociétés-là. Vous aviez aussi, par exemple, l'ostracisme. Alors l'ostracisme, c'est un système où vous notiez en fait le nom de la personne qui, pour vous, pourrait être un danger pour la démocratie, pour le système. Vous le notiez sur un tesson, vous notiez son nom, et la personne qui avait le plus de voix était exilée. Donc il n'avait rien fait, mais simplement les autres citoyens le soupçonnaient de vouloir, je sais pas, prendre le pouvoir, faire un coup d'État, etc. Et donc il y avait un système qui permettait en fait d'exiler souvent les meilleurs des Athéniens. C'est comme ça que le général Thémistocle, qui avait gagné la bataille de Salamine, c'est-à-dire qui avait gagné en fait la guerre contre les Perses, qui avait sauvé Athènes littéralement, a été exilé. Vous voyez des défauts gigantesques en fait. En fait, ce sont des histoires qu'on ne revienne presque plus aujourd'hui, parce que, comme vous avez dit, la démocratie, cette notion, à travers le temps, a pris d'autres sens. Même en Occident, mais je trouve que c'est quand même une notion je crois que les philosophes athéniens, ils ont quand même inspiré le monde entier, et je crois qu'en Chine aussi, au moment où l'impérialisme a été battu, il y a des intellectuels chinois qui essaient d'apprendre en Occident. En fait, ils s'appellent deux messieurs. C'est Monsieur De et Monsieur Tsai. Monsieur De, c'est l'abréviation de démocratie, en fait. Et Tsai, c'est science.
c'est le science D'accord, et oui, la ben voilà. démocratie. Voilà. Mais en fait, le fait de copier le modèle occidental n'a pas réussi et finalement, vous avez bien dit tout à l'heure que après l'établissement de la nouvelle Chine, donc on a réinventé un peu cette démocratie à la chinoise. Et en fait, partout dans le monde, je pense aussi aux pays africains et tout. En fait, il y a des efforts qui ont fait pour essayer de, entre guillemets, s'adapter à ces notions de démocratie. Mais on voit que les résultats sont quand même un peu différents les uns et les autres. Et comment voyez-vous cette situation à travers le monde? C'est vrai qu'il faut tenir compte des particularités nationales. Par exemple, je prends l'Afrique de la décolonisation a donc été découpée selon les puissances impérialistes, notamment la France, d'une manière assez cynique, en mettant des ethnies opposées les unes aux autres, de manière à faire des systèmes qui étaient assez peu viables. Et si vous instaurez, si vous en tenez au seul critère de l'élection des partis, et bien en fait vous avez littéralement des partis qui raflent en fait la mise parce qu'ils sont majoritaires ethniquement contre d'autres qui représentent une autre ethnie. Et donc ça crée des facteurs d'une déstabilisation énorme et qui de toute façon cette déstabilisation ne crée que du chaos, que de la misère, et ça de toute façon, ça ne rentre pas dans les intérêts du peuple, précisément, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans progrès social, il n'y a pas de démocratie sans croissance de la richesse. Ça, je crois que c'est absolument... Il faut ajouter une notion si vous n'avez rien à partager, de toute façon, si vous n'avez pas une unité de production qui permet justement d'avancer, il ne faut pas avoir une vision formaliste qui s'en tiennent simplement justement à un décompte électoral, parce qu'on voit comment les choses peuvent être biaisées. Par exemple, en France, dans mon pays, on sait que les médias sont dirigés par 9 milliardaires en France. Donc les grands médias biaisent en fait d'une certaine manière l'information. C'est pour ça que c'est une plutocratie. Et alors, quand on dit libéral, c'est-à-dire que bon, des intellectuels comme moi, je peux publier à peu près le nombre de livres que je veux. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'effectivement, les droits des travailleurs sont piétinés. Si on regarde les droits au jour le jour, ça devient de plus en plus difficile d'exercer une activité syndicale, de se défendre, disons, contre certaines formes d'exploitation. Ça aussi, ça fait partie aussi des problèmes de la démocratie. Aujourd'hui, les droits des travailleurs sont menacés, on oblige à prendre un certain nombre de travail dont les gens ne veulent pas, etc. etc. Voilà, tout ça fait partie toutes ces questions doivent être mises sur la table si on veut répondre à la notion de démocratie. Bon, qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est le gouvernement du peuple par le peuple, allant au peuple. Bon, il y a aussi des choses qui de toute façon ne peuvent pas être totalement imitées dans la démocratie grecque. C'est la notion de tirage au sort, parce que de toute façon, vous aviez une unité. La cité athénienne, bien qu'elle fût assez vaste, pour des grands pays comme la France de 70 millions de personnes, à fortiori la Chine, le système ne pourrait pas se faire comme ça par tirage au sort, main levée, etc. Les cantons suisses, par exemple, ont un système comme ça de vote à main levée. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est parce qu'on raisonne par canton. Donc voilà, ça dépend. Il faut aussi prendre la question de l'unité. Vous pouvez avoir une forme de démocratie locale avec un système d'élection. Le reste, effectivement, il faut trouver des solutions harmonieuses. Mais s'il n'y a pas, donc effectivement, de notion de souveraineté populaire, si on ne garantit pas la souveraineté d'un peuple, si on ne garantit pas donc son contrôle de l'économie, si on ne garantit pas le bien-être de la population, son accès au savoir, son accès à l'information et son accès effectivement à la survie, ce ne sont pas des critères démocratiques. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'Occident n'a pas de leçon à donner. Je veux dire, ils sont pas, on n'a pas le. Enfin, effectivement, la notion on apprenait beaucoup le latin et le grec dans mon pays. Bon, ça commence ça a beaucoup changé parce que les gens, il y a un problème de l'éducation, mais on n'a pas comment dire, on n'a pas à se glorifier de l'héritage grec plus que d'autres. C'est absurde. Justement, la Chine s'en est sortie parce qu'elle a pris ce qu'il y avait de meilleur, c'est-à-dire, à mon avis, l'idéologie marxiste.
elle a pris ce qu'il y avait de meilleur dans l'Occident, elle a su l'adapter à soi-même avec et exercer en fait justement son libre choix et faire. C'est une histoire d'ailleurs passionnante parce que justement elle a su prendre ce qu'il y a de bon chez ses voisins et en même temps lutter contre des voisins qui justement essayaient de nier sa souveraineté. Donc voilà, de toute façon. Bon, bah, c'est une stratégie, ça fait aussi partie de la stratégie militaire de se rendre compte de comment joue son adversaire, et c'est une forme d'intelligence remarquable. Et voilà, je crois que avec le temps, ça contribue justement à apaiser les tensions, à apaiser justement cette volonté dominatrice des États-Unis qui n'a cessé de croître et qui a mis en fait. Les États-Unis sont quand même la puissance politique qui, après la guerre, a mis des dictatures dans le monde entier. Euh, Pendant la guerre froide, c'est quand même une évidence. Hein. Voilà. Mais quand même, les États-Unis se positionnent souvent comme le gardien de la démocratie aujourd'hui. Et justement, je voulais vous demander, parce que dans certains médias, la Chine est toujours qualifiée comme une dictature et que les gens n'ont pas parlé de la démocratie quand ils parlent de la Chine dans certains médias. Quel est votre regard là-dessus? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez, c'est Marx qui parle de dictature du prolétariat et il dit même que son système conduit à cela, c'est-à-dire que, mais dictature, là aussi, il faut reprendre les termes. Dictature, c'est un terme romain, c'est un terme latin. Un dictateur à Rome, ça veut dire que quand la République était menacée, on confiait le pouvoir pour un temps limité, qui était de 6 mois, on le donnait à justement un général qui assurait les pleins pouvoirs et qui après remettait le pouvoir. C'était vraiment une mesure en fait exceptionnelle de salut de la patrie et sur lequel tout le monde était absolument d'accord parce que simplement il y avait quand un pays menacé, il se doit d'agir de manière unanime. Donc ça c'était accepté par tous. Et quand Marx parle de dictature, il entend cela au sens romain, c'est-à-dire que le prolétariat, qui déjà constitue la majorité de la population, met un terme à la dictature de la bourgeoisie, qui est la dictature d'une minorité, et donc s'empare du pouvoir et exerce en fait c'est même pour ça que Marx a parlé de dictature démocratique de la paysannerie et des ouvriers. Même en Russie aussi, on utilise ce terme. Donc il faut vraiment bien comprendre ce à quoi font référence ces termes économiques. Une dictature de la majorité, ça veut dire très, très clairement la démocratie. C'est bien ça qui est en cause. Il est hors de question qu'une minorité exerce le plein pouvoir. Mais dans des moments justement effectivement de transition, il doit y avoir justement le prolétariat doit exercer justement effectivement un contrôle. Mais de toute façon en plus dans la Chine nouvelle, il y a eu dès le départ une alliance de classe autour de l'intérêt de la souveraineté, une sorte de pacte entre les différentes classes sociales, un pacte de protection en fait du pays. Donc d'une certaine manière, ça s'est fait de manière beaucoup plus souple qu'en Occident. C'était beaucoup moins tranché. Donc voilà, c'est ça. Après, bon, il est évident, moi, ce que je vois, c'est que la Chine bénéficie quand même d'un consensus. Enfin, en tout cas, le pouvoir en Chine actuel bénéficie d'un consensus, parce que sinon, ça ne fonctionnait pas. Un pays aussi vaste, avec autant de personnes, il est évident que s'il n'y avait pas un consensus, une sorte de pacte social autour de l'augmentation du bien-être de la population, effectivement, voilà, 800 millions de personnes sorties de la pauvreté, c'est très parlant. Bon, moi, je me suis rendu au Xinjiang en juillet. J'ai pu voir les progrès économiques de cette région, le développement gigantesque d'une région qui était très très loin justement de là où se faisait la majorité de l'activité économique auparavant, c'était près des côtes. Et donc je me dis, voilà, ça c'est un pacte social qui bénéficiait à l'ensemble de la population. Et puis la Chine a gardé justement cette notion de république, hein, comme vous dites, qui est basée sur la notion d'harmonie. Alors nous, le mot république justement vient du latin, c'est la chose publique. Mais voilà, il y a au moins la même idée d'égalité des citoyens devant la loi. Ça, par exemple, en France, c'est très important. Ça, on est vraiment issu de la Révolution française. Il est hors de question que les citoyens n'aient pas les mêmes droits. Tous les citoyens ont accès à leur droit démocratique. Et c'est la même chose en Chine. Hein. Vous avez à peu près 50 ethnies, mais ces 50 ethnies ont les mêmes droits à l'éducation, les mêmes droits au savoir. Et même, je crois que vous avez un système, jusqu'à un certain temps, même
d'incitation aux études, par exemple, pour des minorités. Donc voilà, cette notion aussi de république, elle a été complètement comment dire, entérinée par la Chine. Et par exemple, nous, en tant que Français, on est très attachés à ça. Et on se différencie beaucoup des anglo-saxons qui, eux, ont un système beaucoup plus communautariste. Ils traitent les communautés à côté des autres. Et nous, ça nous choque en France, hein, par exemple. Okay. Parce que pour nous, vraiment, les enfants doivent aller à l'école de la même manière, l'école de la République. Et ça nous rappelle beaucoup la Chine. On se sent assez proche de la conception chinoise, finalement. Oui, effectivement. Des fois, on sent, enfin, beaucoup de Français qui me parlaient de ça, que en fait, entre la Chine et la France, quand même, à travers l'histoire, les sagesses philosophiques et les idées politiques ressemblent, en fait, entre la France et la Chine. Ah, mais c'est très vrai, par exemple, au moment des Lumières, c'est-à-dire là où la France, en fait, prenait son autonomie par rapport à l'absolutisme monarchiste, en fait, d'une certaine manière à éclairer le monde. Hein. Il faut quand même reconnaître, les Lumières, c'était très important. Mais Voltaire prenait des leçons de la Chine. Il était fasciné par la Chine. Parce que la Chine, c'était la tolérance religieuse. Il n'y avait absolument aucun fanatisme. Et ça justement, c'était la grande différence avec l'Occident. C'est que, justement, ce que vous avez aussi dans cette espèce, chez les anglo-saxons qui veulent donner des leçons de démocratie au monde, on remarque quand même une sorte de fanatisme puritain qui est propre quand même à leur conception religieuse du monde, avec et avec un côté où vous êtes avec moi, vous êtes contre moi. Ah oui, la Chine, en fait. Et nous, ça nous plaît beaucoup parce qu'en France, nous, on défend beaucoup la notion de laïcité, vraiment du fait que chacun puisse quand même exercer la libre conscience dans sa tête, en fait, et dans son espace familial, mais ça n'a rien à faire avec la politique. Et ça, on prend aussi des leçons de la Chine, mais depuis le XVIIIe siècle. Depuis le XVIIIe siècle, il y a une fascination justement pour ce pays tolérant. De ce point de vue-là. Je crois que vous avez mentionné un point assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je crois que la plus grande difficulté pour beaucoup de pays dans le monde qui réclament plus d'égalité et justice sur la scène du monde, c'est ce que vous avez dit, en fait, ils sont qualifiés soit ils sont un pays démocratique, soit ils ne sont pas. Soit ils sont comme nous, ou soit ils ne sont pas comme nous. Il n'y a pas un juste milieu qui tient compte des particularités. Donc, est-ce que vous pensez que c'est ça qui est la plus grande difficulté? Oui, complètement. Oui, non, ce sont des brevets que donnent en fait les États-Unis parce qu'ils arrivent en fait en Amérique latine, en fait, ils mettent l'argent pour faire élire la personne qui leur correspond, et ça fait des années qu'ils considèrent que l'Amérique latine est leur chasse gardée. Hein. C'est la fameuse doctrine Monroe. Ils ne tolèrent pas que des gens viennent aux États-Unis. D'ailleurs, les peuples sud-américains en souffrent énormément. Et ce qui est à l'ordre du jour dans ces pays qui sont de culture latine, donc ils comprennent très bien le français, mais ce qu'ils veulent au moins, ce sont des principes républicains et une autonomie, une souveraineté telle que l'avait définie la Révolution française. Je crois vraiment que, si vous voulez, il y a tellement d'enjeux, tout doit être pensé mondialement, y compris tenir compte vraiment des spécificités, y compris la Chine, en fait, aussi, avec la notion de confucianisme dont elle a porté. C'est quand même l'intérêt du peuple, et c'est une doctrine très, très politique, issue de l'intérêt général, et constamment présent dans la pensée chinoise. Donc ça aussi, ça fait partie de la culture chinoise, et c'est aussi à mettre au crédit, une conception démocratique du monde. Voilà, donc pas forcément. Voilà. Ça, je pense qu'aussi on a à tirer, nous aussi on a à apprendre de ça. Par rapport. Moi, je vois par exemple, je compare par exemple des classes, des enfants en classe à l'école en France et en Chine. Je veux dire, en Chine, il y a un respect du savoir, il y a un respect du professeur, il y a une capacité à se mettre au travail, à écouter, qui est énorme. On voit aujourd'hui, il y a des chiffres sur les disparités dans le système éducatif. Ça va très très mal en France, hein, de ce point de vue-là. On ne comprend pas pourquoi, parce que le système était justement massif, égalitaire. Il y avait des choses qui étaient très bonnes, qui permettaient justement de mettre la population au travail d'une manière tout à fait positive en France. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est l'individualisme à outrance et un manque de respect en fait du professeur, du savoir. Qui est gravissime. Je ne vois absolument pas ça en Chine. Et je crois quand même que ces questions d'éducation sont assez fondamentales, assez essentielles quand on veut parler de l'avenir. Et bien sûr, les questions de formation, d'éducation et de démocratie sont tout à fait liées. Alors, je vous remercie, M. Monville. Merci d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.